Bonjour à tous, bienvenue les gars dans Open Gym. Bienvenue dans le premier épisode de Open Mic. Je suis Hype. Comme vous avez pu le remarquer, on a eu quelques petits problèmes de son pendant le tournage. On s'excuse, on fera mieux pour le prochain épisode. En tout cas, je vous laisse avec le podcast. Bon visionnage. De fou, on va vous présenter tout le concept du média et de l'émission, bien évidemment. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Mais avant tout, je pense qu'on peut faire un petit tour de table, plutôt un petit tour de canapé pour se présenter tranquillement. On va dire un peu nos prénoms, de là où on vient, puis de manière originale, le joueur qu'on trouve le plus sous-coté en Euroleague. Je sais pas par qui veut démarrer, qui est chaud. Vas-y, je suis chaud. Mathis, t'es chaud, vas-y. Moi, du côté du mon frère. Ouais, j'ai dit ton prénom. Je m'appelle Mathis, mi-Angevin, mi-Lillois, et pour moi, le joueur le plus sous-coté de l'Euroleague, ou en tout cas un des joueurs les plus sous-cotés de l'Euroleague, c'est John Brown, the third de Monaco. Très bien, vraiment chaud. Bah, déjà, ça j'aime beaucoup. Et bien de mon côté, moi c'est Julio, donc pareil, moi je viens de Angers avec Mathis, mais actuellement je suis en études au Mans. Et du coup, pareil, moi, pour le joueur un peu plus sous-côté, je suis parti plus sur des profils de tireurs. Donc, moi, ça partirait plus sur un Andreas Obst et sinon un Marcus Howard. Très bien, très bien. Champion du monde. Champion du monde, non, il y a une belle équipe, Et moi, du coup, Yanis, c'est pour cocher un peu toutes les villes de France. Moi, je viens de Blois et du magnifique club de la DA Blois Basket. Et je suis sur Paris en études, ça fait aussi 3 clubs en plus. Donc, on coche pas mal de clubs sur les cartes de la LNB. Et un joueur sous-côté, les vrais qui me connaissent, Shima Moneke, les gars, que ça soit en championnat espagnol ou en Euroleague, ça régale depuis c'est un bon choix, cette année, voilà, donc c'est très complémentaire de Marcus Howard, etc. Je pense qu'on peut présenter un petit peu le média tranquillement pour que les gens comprennent un petit peu de quoi on parle. Open Gym TV, on va dire qu'on a fondé ça tous les trois parce qu'on est passionnés de basketball et passionnés de basket européen. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, complètement, c'est ça, la volonté de parler un peu du basket européen, de créer des débats, des échanges, aussi pourquoi pas proposer des interviews dans un second temps. Voilà, l'idée c'est de construire un projet autour du basket français européen que tous les trois on est fans. Ouais, on a des beaux petits prospects, on va dire, en terre européenne. Je sais que Giulio, tu kiffes les jeunes. Exactement, moi plus intéressé sur les prospects, la draft, enfin du moins les études de jeunes prospects européens, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, on aura l'occasion de parler de ça. En plus, je pense qu'il y aura un épisode qui sortira, on parlera tranquillement de ça. Pour l'instant, en attendant, on a un beau programme. Juste avant, on vous présente justement cette émission, Open Mic, qui sera un petit podcast, je pense, d'une bonne heure où on va parler de basketball avec différents sujets bien organisés. Il y aura aussi des jeux dans lesquels on pourra s'amuser, dans lesquels vous pourrez participer. Et il y aura aussi un petit point Euroleague qu'on fera souvent avec quelques news qu'on nous présentera tout à l'heure. On va parler tout d'abord, on va dire, dans un premier temps de l'équipe de France, avec un sujet, on va dire, sensible qui hype pas mal de monde, c'est-à-dire qu'on va faire nos 12 pour les rosters, pour le roster des JO. Ensuite, il y aura le petit point Euroleague où on va vous présenter les quelques news de la semaine. Il y aura des jeux, bien évidemment, sur chaque thème. Et on va terminer avec notre bracket pour la Leaders Cup qui arrive très bientôt, puisque à l'heure où sortira cet épisode, je crois qu'on sera à 2 ou 3 jours du début de la Leaders Cup. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir qui a le meilleur œil, la meilleure analyse. Et voilà, on peut dire qu'on est parti sur le premier sujet. Messieurs, la question que je vous pose, êtes-vous prêts ? Plus que jamais, carrément. Pressé de commencer. On est bien installés en tout cas dans ce petit setup pour notre plus grand plaisir. Nos rosters pour les JO, vous le savez tous, je pense, on a vu la dernière campagne de Coupe du Monde qui n'a pas été terrible, sortie par la Lettonie. Et voilà, bon, je ne sais pas s'il y en a un qui veut faire un petit mot sur ça. Décevant simplement, je pense que déjà que les Français sont attendus pour les JO de base, mais alors après une Coupe du Monde aussi ratée, ça va encore plus leur mettre la pression et encore plus avoir une obligation de résultat. On va les attendre au tournant, nos Français. Et je pense que ça va être intéressant de dévoiler nos 12. Pour tout vous dire, on ne s'est pas spoilé non plus. Ouais, on s'est pas spoilé, on n'a rien dit. On s'est rien dit, tout est resté secret, on va voir si... Bon, même si l'envie nous prenait pas mal de nous dire des petits noms comme ci, comme ça. Et je pense qu'il va y avoir des surprises parce qu'on va avoir des 5, on va dire, très différents. Puis il va y avoir pas mal de quoi débattre. On sait que c'est un sujet qui fait débat. Juste avant, pour vous prévenir quand même, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de débats sur le Twitter du basket français, on a décidé de ne pas inclure les joueurs russes qui jouent en tout cas dans des équipes russes, c'est-à-dire Thomas Hurtel en est le principal, mais ça fait aussi Livio Jean-Charles, on a aussi notre ami Louis Laberry qui sont tous les joueurs qui sont là-bas, et Amat Mbaye aussi, Amat Mbaye, donc voilà, qui ne seront pas dans nos rosters, comme ça on applique la règle de l'équipe de France. Messieurs, les JO, c'est surtout des JO, mais c'est surtout des JO à Paris. C'est aussi ça le point important. On rappelle quand même, malgré la Coupe du Monde échouée en 2023, la France est quand même vice-championne d'Europe, vice-championne olympique et médaillée de bronze en 2019. Donc voilà, il y a une équipe qui a
qui a fait une compétition très mauvaise, mais il va falloir se rattraper. Donc c'est des JO importants. Je sais pas ce que tu en penses, Julio. Ouais, bah, c'est vrai que suite à la dernière compétition, on finit 18ème, on se fait sortir par la Lettonie, un gros Zargas, à tout son respect, mais Zargas c'est pas encore un joueur affirmé sur la scène européenne. Donc c'est vrai que l'équipe de France, ça doit vraiment reprendre son statut en fait. C'est même au niveau des joueurs, on voit que les rôles n'étaient pas très bien définis, il y a eu un problème un peu à la main, du moins ça c'est quelque chose dont on pourra en parler un peu plus tard, mais effectivement, là, sur cette compétition, la France, chez elle, se doit de faire une belle compétition, c'est pourquoi pas de gagner carrément. Donc, ça me semble. Bien sûr qu'il y a l'objectif de la gagne. Je pense, après, on verra, il y a le roster des USA qui fait peur, c'est sûr. Il y a d'autres équipes, mais au vu de la forme de l'équipe de France, du basket FIBA, je pense qu'il y a largement la possibilité de gagner. Justement, je pense qu'on peut passer sur nos rosters pour vous expliquer un peu le concept. D'ailleurs, on attend vos rosters, que ce soit en commentaire de la vidéo YouTube, pardonnez-moi, et même ceux qui sont sur des podcasts audio, on attend vos commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux en nous mentionnant. Tous nos réseaux sont en bio, la petite pub, la petite promo bien placée, on va dire. Pour vous présenter un petit peu le concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun dévoiler nos 5, petit à petit, nos 5 majeurs d'abord, et ensuite on parlera de nos 7 remplaçants, parce qu'on a un roster de 12, et on va discuter aussi, intéressant de voir les complémentarités, les choix individuels, etc. Et est-ce qu'il y en a qui est chaud pour commencer je sais pas. Vas-y, let's go, je suis chaud. Vas-y, Mathis, en début. Mathis Réfuge. Donc moi, je pars sur du plutôt classique, faut l'avouer. Meneur titulaire, j'ai mis Nando De Colo. Classique, pas de prise de risque pour moi. Je pense que ça va être important de garder son expérience. Pour moi, sur le poste 2, on est quelques jours après le trade d'Evan Fournier. Et du côté de Détroit, je l'ai mis en arrière titulaire, Evan Fournier. Sur le poste 3, Bilal Koulibaly, gros coup de cœur. Ce début de saison. J'adore. Vraiment, Bilal, incroyable. Poste 4, son collègue des Mets l'année dernière, Victor Wembanyama. Il n'y a pas de Nico Batum dans le 5. Pas de Nico Batum dans le 5. Titulaire, poste 4, Wemby, et donc poste de pivot, Rudy Gobert, qui réalise une saison de ouf pour l'instant pour moi. Est-ce que j'y vais et je te laisse Julio terminer, on va dire, on fait comme ça. Ouais, vas-y. Moi j'ai mis à la main, j'ai fait comme toi, Nando De Colo. Je pense que bon, on aura le temps, on en parlera juste après, mais ça me paraissait un choix logique. Là où j'étais un peu cru, et cet extrait va sans doute tourner sur TikTok, j'ai mis au poste d'arrière Monsieur Isaiah Cordinet. J'ai sorti Evan Fournier de ce 5 majeur, j'expliquerai les raisons juste après. En poste 3 titulaire, pour moi c'était une évidence, Nicolas Batum. En poste 4, bien évidemment, Victor Wembanyama. Et en poste 5, Rudy Gobert. Allez Julio, je te laisse, j'ai lâché la bombe. Et moi ce qui peut vous décevoir, c'est qu'il risque d'être très identique de celui de Mathis. Donc effectivement, à la main, j'ai pris Nando De Colo donc, pour son expérience et puis le fait qu'il commence à vieillir, donc sûrement l'une de ses dernières compétitions avec l'équipe de France. Et puis quand même, c'est un maestro du ballon, quoi. Enfin, il va apporter beaucoup à l'équipe de France au niveau de l'attaque, et puis même défensivement, il peut apporter, même s'il est un peu... Mais bon, ça c'est notre histoire. Et effectivement, comme Mathis, moi j'ai pris Evan Fournier au poste 2, parce que du coup là il vient de signer chez les Pistons, il y a des échos qui disent comme quoi il pourrait démarrer dans le 5 avec les Pistons, qui est une équipe quand même très faible. Surtout il a pas de buy-out, c'est ça le point le plus important, donc il va pas être coupé, donc il va jouer. Et du coup, ouais, effectivement, s'il reprend ses habitudes, ses standards de joueur comme il est, leader offensif, pourquoi le mettre sur le banc? Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de l'équipe de France. Et au poste 3, je mettrais Bilal Koulibaly aussi pour son apport défensif plus. J'ai sorti Nico Batum aussi du 5, mais bon, ça j'expliquerai un peu plus tard. Et du coup, oui, sinon, les deux grandes tours en poste 4 et 5 avec Victor Wembanyama plus 4, même si on sait qu'il affectionne le poste 5 avec les Spurs, avec lequel il est meilleur sous Greg Popovich. Mais bon, il y a quand même Rudy Gobert en dessous qui est le meilleur défenseur de l'année. Donc, je partirai plus sur ça pour mon 5. En gros, on a le même 5 majeurs. C'est ça, exactement. Vous avez le même choix. La raquette, je suis pas étonné. Je pense qu'on a tous réfléchi. Il y a tous Mathias Le Sort qui va peut-être rentrer dans la conversation parce qu'au niveau de la complémentarité, Wembanyama Le Sort, c'est pour moi la meilleure complémentarité. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je sais pas si tu partages mon avis, mais. Ouais, moi j'ai hésité avec ça. Je voulais mettre Mathias Le Sort en poste 4 parce que quand même mettre ces deux grands, c'est pas très mobile sur les défenses. Du coup, je vais essayer. Mais bon, après, la raison m'a ramené remettre ces deux grands joueurs. Ouais, je pense que, certes, il est trop fort et il serait bon. C'est une belle association avec Wemby, mais pour moi, tu peux pas sortir Gobert. Non, c'est clairement. La saison qu'il est en train de réaliser, défensivement, l'impact est incroyable. Il prend confiance offensivement. Moi, je pense qu'il est dans la meilleure saison de sa carrière, Gobert actuellement. Et
ça serait dur quand même de le sortir du 5 de départ. Après, c'est plus au niveau du critère de complémentarité. Gobert, Wembanyama, où j'ai peur, moi, c'est surtout. Ouais, bien sûr, à voir. Ils ont jamais joué ensemble. Même Gobert occupe une place importante dans la raquette, à voir comment ça se place tous les deux. Et la complémentarité avec un Mathias Le Sort qui est très dynamique, qui court, qui est très mobile. Après, moi je suis pas coach, mais je pense que Vincent Collet peut adapter une méthode que fait Greg Popovich à l'heure actuelle, c'est-à-dire de mettre Wembanyama titulaire avec Gobert, de sortir très rapidement Wembanyama au bout de 5 minutes, de mettre Yabusele directement, on verra nos 5 remplaçants sans spoil, et après de faire rentrer Mathias Le Sort et Wembanyama sur la fin du quart-temps, et on peut avoir une très bonne complémentarité, mais pour moi c'est pareil, Rudy il est insortable, enfin, c'est le meilleur défenseur actuel. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'on peut, enfin, c'est carrément ajustable. C'est comme tu dis, si on peut faire commencer Wemby, le faire sortir au bout de 5 minutes et les entrants derrière sont aussi bons. Tu peux, moi, Batum n'est pas dans mon 5, évidemment, qui est dans mon remplaçant. Tu peux aussi le faire rentrer sur le poste 3, poste 4, ça peut faire décaler d'autres joueurs. Bon, c'est des postes qu'on donne parce que voilà, on est obligé de donner notre 5, c'est notre thème de l'émission. Mais en vrai, ça peut basculer pas mal de choses et au final, t'as quand même pas mal de joueurs, au moins 6 ou 7 qui peuvent prétendre à être titulaires sans comment dire. Les gars, moi j'ai une question qui m'interroge. Pourquoi vous avez mis Bilal Koulibaly? J'adore Koulibaly, je suis pas du tout en train de. Mais moi pourquoi Bilal Koulibaly en mode passation de pouvoir pour Batum? On sait que sa dernière campagne où c'est. Ouais, moi je l'ai mis parce que vraiment l'apport défensif lequel il peut apporter, puis même on l'a vu en LNB avec les Mets et puis actuellement avec les Washington Wizards, c'est un joueur qui va beaucoup apporter sans demander trop le ballon. Et effectivement, avec les joueurs qui sont autour, donc avec un Victor Wembanyama et un Evan Fournier ou même un Nicolo qui peut beaucoup garder la balle, je trouve que c'est bien d'avoir un sort de 3&D, même s'il n'est pas encore très efficace à 3 points, mais c'est un joueur en devenir, donc effectivement, c'est pour ça que je le mets là. Mais Nico Batum, je le vois plus sur la phase vieillissante et dans la transmission, donc c'est pour ça que moi je le mets sur mes remplaçants et il pourrait effectivement beaucoup plus apporter à Bilal Koulibaly que Bilal Koulibaly sorte du banc pour entrer dans la dynamique du match. Ouais, je suis carrément d'accord avec Julo. Moi, je vois bien un Batum efficace en sortie de banc. Justement, je vois plus venir en relais de Koulibaly, Energizer, Bilal qui est capable de certes défendre, mais par exemple aller claquer un gros dunk en contre-attaque. Voilà, vraiment un mec athlétique dont on n'a pas trop le profil similaire en équipe de France. Et pour le coup, récupérer Batum en sortie de banc aussi pour driver un peu le second 5 des remplaçants, parce qu'il faut aussi des hommes d'expérience et de caractère sur le banc des remplaçants. Enfin, on a à peu près le même raisonnement avec Julio. Moi, le problème principal, il est que à l'heure actuelle, Bilal Koulibaly n'a connu aucune grande compétition avec l'équipe A. Aucune sélection même. Aucune sélection. Il a joué avec les jeunes et il a montré plein de choses. Il a joué en LNB, il a un basket européen, une connaissance du basket FIBA qui est bonne, on va dire, où il a fait une bonne saison. Il arrive aux États-Unis, il connaît aussi un autre basket, et pour moi, Nico Batum va être le capitaine de cette sélection. J'ai envie de voir Nicolas Batum. Je suis désolé, moi je le dis maintenant, j'ai envie de voir Nicolas Batum porter la voix dans le vestiaire. J'ai envie de voir Nicolas Batum s'exprimer et prendre le leadership comme il a fait dans son discours après la défaite. Tu vois, c'est à lui de porter le truc, et c'est pour ça que je le mets titulaire, dans le sens où il apporte une expérience qui est quand même unique. Cette saison aux Sixers, quand il est starter, et on voit, il est à côté d'un Embiid qui est monstrueux offensivement, et on lui demande pas de créer. Mais il met ses shoots dont il a besoin. Et voilà, moi c'est un peu en lien avec mon 5 majeur. On sait qu'il va y avoir Victor qui arrive. Victor, il va générer beaucoup plus à la création, on va lui donner beaucoup plus de ballons. Peut-être pas autant que ce qu'il a aux Spurs en étant arme numéro 1, mais il va avoir beaucoup plus de ballons offensivement et Nico Batum va plus être un role player qu'un véritable créateur. Et ça vient sur un autre point, je pense qui vous fait sourire, c'est pour ça que j'ai mis Isaiah Cordinier dans mon 5. J'ai vraiment réfléchi. Est-ce que Evan Fournier ou pas? Il y a eu la décision des Pistons, bien évidemment, et le fait qu'il va rejouer, et je suis très content parce que ça va pouvoir le permettre de le mettre en jambe, on va dire, pour la JO, mais surtout, pourquoi Isaiah Cordinier? Parce qu'Isaiah Cordinier, il score 10 points de moyenne. Hier encore, face à Monaco, à l'heure actuelle où on tourne, il a été monstrueux. C'est un joueur qui score 10 points de moyenne en Euroleague, dans la 3e meilleure équipe d'Euroleague, qui a la création. Et je trouvais qu'Evan Fournier, en tout cas ma principale déception de cette Coupe du Monde, c'est qu'il a tendance à trop prendre le ballon pour lui, trop croquer, et qu'il a une influence négative offensivement sur le groupe, même si c'est un très bon joueur individuellement. Et avec toi. Ah ouais, je te laisse répondre. Influence négative en attaque sur le groupe, je suis pas d'accord, parce que sans Evan Fournier, je suis pas sûr qu'on mette autant de points à la Coupe du Monde, je pense qu'on fait encore pire. C'est quand même, il a fait deux matchs à plus de 20 points. S'il y a pas Evan, pour moi c'est certes, je comprends ce que tu veux dire dans le côté, il monopolise pas mal le ballon
il a tendance des fois à vouloir un peu trop jouer ses duels sans forcément avoir de système. Après, le step, moi, c'est Wemby, que je passe numéro 1 à la création. Oui, je pense. Bien sûr. Et Evan, que je mets en six-man en sortie de banc. Et c'est lui qui crée toute la dynamique de la sortie de banc, par contre. Ouais, Mais non. Bah, ça peut s'entendre, mais Mais pour c'est un choix moi, tranché, ouais, c'est clair. et tu vois, là où je te rejoins, il a joué 30 matchs, 27 l'année dernière, 3 cette saison pour l'instant avant de rejoindre Détroit. Enfin, c'est rien, il n'a rien dans les jambes pour l'instant, il n'a pas de rythme, c'est clair. Mais pour moi, justement, je compte sur le fait qu'il rejoue à Détroit pour se remettre en jambes. Et je pense qu'il est assez intelligent pour prendre un pas de recul. Il sait très bien que Wemby il va avoir plus de ballons. Je pense qu'il l'a compris. Et bah, c'est un cadre de l'équipe de France. Et ça fait aussi partie de son rôle de se mettre un peu en retrait sans pour autant perdre en efficacité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Au niveau du bac court, on a tous mis notre colo, je pense qu'on sait pourquoi, l'expérience, le meneur, etc. Et pour moi, le risque à mettre Evan Fournier, c'est que aujourd'hui on a un autre colo qui est blessé à l'heure actuelle, qui n'a pas beaucoup joué. On a un Evan Fournier qui n'a pas beaucoup joué non plus, c'est d'avoir un backcourt qui n'est pas en très grande forme, qui va avoir du mal à en reprendre avant la fin de saison. Les deux vont jouer les matchs en fin de saison, donc ils reprendront le rythme aussi. Mais c'est aussi l'inquiétude du moment, et je pense que dans la décision radicale, je pense qu'il faut donner moins de responsabilité à Fournier, pas dans le sens des tirs, mais plus dans la précision, pour qu'il y ait une certaine efficacité. Tu vois, qu'ils mettent 20 points en tirant à 35% au tir, ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir un Fournier qui sort, qui met 14 points en sortie de banc et il tire à 70%. Je préfère ça plutôt qu'un joueur qui croque sur des tirs, etc. Et je pense que Cordinier est dans le prime de son âge pour prendre des responsabilités à la création, qui connaît très bien le basket FIBA, qu'il est capable de shooter, que c'est un très bon défenseur, que c'est un joueur qui est très agressif. Et surtout, encore une fois, dans une équipe basée autour de Wembanyama, je pense qu'au niveau du spacing, c'est un joueur qui sait très bien se placer sur le terrain. Et voilà, on a aussi notre colo qui s'est créé, donc je pense que c'est pour ça que la création de Fournier, pour moi, n'est pas utile dans le 5 majeur. Et c'est pour ça aussi que je mets Nicolas Batum, parce qu'il est plus fiable que Bilal Coulibaly à longue distance. Ouais, moi je t'aurais rejoint sur ça aussi, mais après c'est vrai que heureusement qu'il se fait transférer Evan Fournier au Détroit, parce que s'il restait à New York, moi pareil que toi, je pense que j'aurais poussé Cordinier à la place de poste 2 et laissé Evan Fournier sur le banc. Après ça aurait été une autre chose sur le poste 3, je me vois pas mettre Isaiah Cordinier et Bilal Coulibaly en même temps sur le terrain dans le 5, et du coup c'est là que Nico Batum aurait refait son entrée pour moi dans le 5. Mais c'est effectivement, moi je trouve que changer, lâcher tous les cadres et essayer de tout de suite à passer quelque chose de nouveau, sur une compétition aussi importante qui se passe en France, ça serait pas la bonne chose. Du coup, effectivement, heureusement que Evan Fournier est tradé. Et oui, je comprends tout à fait. Ah, mais nous, ça nous régale, le trade d'Evan Fournier. Bah, que donc en plus. On remercie les Detroit Pistons qui ont sans doute sauvé la carrière d'Evan Fournier à la fin de saison. Ils sont nuls, ils servent à ça. Ouais, voilà, merci. Et au moins, il va y avoir du temps de jeu titulaire, on l'espère. Et puis voilà. Merci Thibaudot pour les minutes. Hein. C'est ça. Exactement, ça régale. Est-ce qu'on a des petites choses à ajouter sur nos 5 majeurs? Il y en a peut-être même pas un petit truc sur nos autres colos, peut-être parce que arrive dans une compétition où il a quand même connu beaucoup de choses. Pareil, un peu. Bon, certes, lui, il a joué en début de saison, mais il est blessé au mollet depuis le mois de décembre. Il a annoncé de retour prochainement. Un peu la même chose que pour Fournier, pas pour les mêmes raisons, mais hâte de voir comment il va reprendre, s'il va être encore en rythme. On sait que c'est très compliqué collectivement à l'ASVEL. Je pense qu'il va être arrivé en forme, il va avoir envie de performer à domicile. Moi, je compte sur un très grand de colo cet été pour aller loin dans ces JO. Je pense que tu as bien résumé les choses. Je pense que c'est pour ça qu'on a tous mis meneur titulaire. Parce qu'il y a quand même une question qui se pose pas mal à la main. Et d'ailleurs, ça va se voir sur nos remplaçants. Qui a jeté autour de notre colo. Je pense que là, on va avoir des choix plus tranchés. Je dis rien, je ne connais pas vos 5. Mais je pense qu'on a tous des choix différents. Et je pense que c'est le moment d'annoncer nos 7 remplaçants. Si vous le voulez bien, on peut déjà d'abord se dire les postes qu'on a doublés. Et chacun notre tour, et après on annonce nos remplaçants. Moi, du coup, en tout, j'ai mis 3 postes 1, donc 2. Ok, donc ouais, t'as doublé on va dire 2 remplaçants à la main. Ouais, j'ai doublé sur le poste 5. Ok, bah j'ai fait exactement pareil. Eh bien, moi non. Moi j'ai doublé le poste 3 et le poste 1. C'est que ça m'intéresse de ouf parce que mettre 4 intérieurs pour des JO, c'est dingue. C'est dingue. 2 postes 4, 2 postes 5. On verra bien, mais j'ai confiance en nos Ça veut dire que il y a Poirier ou le sort qui n'est potentiellement pas sélectionné dans cette équipe. Ça va être la belle surprise. Voilà. À moins que ce soit Yabusele, est-ce qu'on te laisserait pas démarrer? Comme ça, on démarre tout de suite. Voilà, par le choquant, voilà. Du coup, à la main, moi, en principe, premier backup, j'ai mis Nadir. Et pourquoi Nadir? Parce qu'avec un banc aussi jeune et frais, je le vois bien pousser avec un banc assez rapide, avec un jeu beaucoup vers l'avant. Et lui, comme il fait une saison monstrueuse avec Paris, en plus surtout en sortie de banc, comme le même rôle qu'il pourrait prendre avec cette équipe de France, je vois bien pousser ce second unit, là, comme dit
Mais Comme disent les effectivement, Américains. c'est ça. Et du coup, voilà, j'aurais mis Nadir Hifir en premier backup. Et puis en deuxième backup, j'ai mis Sylvain Francisco. Ok. Alors pourquoi ? Parce qu'il a mis un gros foot contre le Partizan. Non, effectivement, il a des qualités et lui, vraiment, c'est un peu le même type de jeu que Nadir Hifir. Donc c'est quand même des joueurs qui sont beaucoup explosifs, c'est des energizers, on va dire. Il fait quand même mener une balle et tout. Et donc effectivement, Sylvain Francisco et Nadir Hifir, je les vois bien en backup de De Colo, tout en gardant l'aspect que les trois sont quand même des joueurs. Sylvain Francisco et Nadir Hifir sont quand même des joueurs très différents dans De Colo. Donc ça peut apporter une alternance intéressante pour Vincent Collet. J'ai une petite remarque. Le défenseur, il est où? Ouais, il manque de la défense pour moi. Sûrement, il risque de prendre de la défense, mais effectivement, c'est là qu'on a quand même pas mal de grands derrière. Et surtout, un bon gros Bilal Koulibaly, un Nico Batum, du coup, qui reste pour moi. Ouais, mais pour moi, enfin, c'est mon avis sur les. Attends, t'as doublé poste 3 et poste 6. Ouais, poste 3 aussi. Ok, ouais, c'est ça, poste 3 et poste 1. Pour moi, il manque un gros défenseur. On va voir. Je pense qu'on peut pas annoncer. Vas-y, on annonce la suite. Après, moi, mon équipe est très orientée vers l'attaque. Donc, effectivement, je me suis posé cette question sur savoir doubler soit le poste 3 ou le poste 5. Donc, effectivement, le poste 5, c'est assez logique. Moi, j'aurais pris Vincent Poirier, qui n'est pas dans ma liste, du coup, effectivement. Mais du coup, j'ai préféré prendre un poste 3, shooter, à l'inverse de. Et t'as qui en 2 Moi, je veux jouer la suite de la liste. En 2, Isaiah Cordier. Ok, ça c'est logique. Et pour moi, il fait une énorme saison avec Bologne. Franchement, ils ont une équipe folle. Actuellement, dernièrement, ils étaient 3e. Je sais plus si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, ils ont quand même une dynamique folle. Lui, il est en très grande forme. Donc pour moi, comme Yannis l'a déjà expliqué, pour moi, c'est un no-brainer. Enfin, genre vraiment. Ça défend. Ouais, là, c'est ça. Cordier, ça il défend apporte de la vraiment. défense, de l'attaque. C'est le joueur. Pour moi, c'est le bon backup à Ivan Fournier, du coup. Et du coup, en poste 3, j'ai mis Nico Batum pour aider le jeune Bilal Koulibaly. Et là où c'est un peu problématique, c'est qu'effectivement, moi je vois une équipe de France où, avec Evan Fournier, autour il n'y a pas forcément de gros tireurs. Un peu On n'en a pas de mec et qui tire à 3 points. Ouais, je suis parti sur quelque chose d'assez fou, un Timothée Luau Cabarro. Et oui. Ok, non, je suis très défendable. C'est très très défendable. Moi j'ai hésité. Et ouais, et du coup je me suis posé la question parce que actuellement on va voir comme les Américains, il y a pas mal d'équipes qui sont pas mal orientées vers le 3 points. Et si on a une équipe qui est pas assez bonne dans ses pourcentages, je vois la France quand même se faire un peu, enfin pas martyriser, mais du moins s'ils n'ont pas assez de répondants, ça peut être très compliqué. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris Luau Cabarro. Pour toi, TLC, c'est vraiment un shooter à 3 points référencé à ce moment-là? Oui, moi je le vois en spot-up comme il peut faire, il a été en corner. Les gars, les JO 2021, Ouais, TLC sûr, est dans mais- cette équipe. TLC met du temps à démarrer, à se lancer au sein du groupe, mais dès qu'il est en pleine confiance, il en sort quelques minutes, ballon, ça tire à 3 points, ça crée. Ouais, je suis d'accord, mais C'est cette fiable. saison avec Lasvel, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais après ça part sur le même principe que De Colo aussi. On connaît le cadre de Lasvel, Bien qui sûr. est différent. Après, il fait quand même l'Euroleague, il est quand même parmi les meilleurs scores du championnat, il n'y a rien à dire. Et pour moi, je vous avoue, j'ai une réflexion qui m'est passée par la tête, ça n'a pas fait. J'ai failli mettre TLC titulaire. Ah oui, ok. Carrément à la place de Cordinier, mais je préfère le profil d'Isaiah Cordinier et vous verrez ma liste. Je te laisse finir parce que Ouais, là, ça marche. on te coupe. Non, pas de soucis. Et du coup, moi, backup poste 4, moi ça semble assez logique, mais Gueshran, enfin du moins, monstrueux, c'est vraiment. Il y a bousé. Et voilà, c'est un monstre. Ouais, On n'a pas besoin d'aller plus loin. Rien à dire. Affirmé en équipe de France, il fait une grosse campagne malgré la position. C'est clair, en c'est le 2021. seul qui a été bon. Ouais, c'est ça. Ne pas le prendre semblerait illogique. Et puis backup poste 5, moi j'ai pris Mathias Le Sort, donc ça fait. Ça va. Pour moi, c'est quand même très défendable. C'est l'un des Ouais. meilleurs pivots. Si c'est pas top 3 pivot Euroleague, il fait des pertes monstres, il a une activité folle. Et puis, C'est le malheureusement, meilleur. ouais. C'est le meilleur pivot d'Euroleague. c'est ça. Désolé, Vincent Poirier, mais je t'aime quand même, t'inquiète. T'as fait tes choix, C'est ce choix, nous on t'aime, Vincent. T'inquiète pas. T'as des petites places pour Madrid, T'inquiète pas. t'inquiète, on est là. Même, t'es dans nos 12. Ok. J'y vais où tu vas? Vas-y. J'y vais, let's go. Moi du coup je vous ai dit que j'avais doublé les postes 1 et 5. À la main, en meneur remplaçant, j'ai apporté de la défense. J'avais deux choix qui se posaient dans ma tête, c'était soit Andrew Albissi, soit Franck Nikitina. J'ai priorisé Franck Nikitina. Pourquoi? Alors Franck c'est pareil, c'est comme un peu comme Evan Fournier, comme tout ça, il n'a pas tant de jeu. C'est un joueur qui a été coupé par les Hornets, qui est son club à l'heure actuelle. Mais Franck Nikitina, c'est une campagne en 2019 où la France gagne une médaille de bronze par sa défense, il fait un match incroyable contre les États-Unis. Il est au JO 2021, il y a cette médaille d'argent qui est là aussi, où il est plus dans un rôle de backup. Et après, toutes les autres campagnes, il les a pas faites. Et à la Coupe du Monde, rappelons-nous qu'il y a une prépa qui est très bonne, qui est, bon, au-delà de la difficulté des matchs, qui est très bonne contre la Lituanie.
Il fait 2 excellents matchs contre la Lituanie, Il c'est se lui blesse qui prend ouais, c'est ça, il se blesse au tibia, je crois. Il se blesse au C'est ça. tibia, 2e match contre la Lituanie. Et moi, je le voyais meneur titulaire à ce moment-là de la Coupe du Monde. Et il avait vraiment commencé à s'imposer dans cet effectif. Au final, il a pas pu la jouer, il y a eu ce résultat-là. Et pour moi, je veux voir Franck Kittina, en tout cas en pleine forme à 100%, pour moi, c'est un joueur important. Mais justement, le fait qu'il joue pas beaucoup, enfin même qu'il joue pas du tout là, en ce C'est moment, vrai, c'est un impact parce ouf. que tu vois, certes, dans l'idée pourquoi pas, mais arriver sans avoir joué depuis une saison, c'est quand même compliqué. On passe un petit bonjour à Tony Parker, donnez-lui un contrat là. Ouais. Non, mais faudrait qu'il retrouve un club, même si ça soit en Europe ou quoi que ce soit, pour se relancer en fin de saison. Mais en tout cas, un Franck Kittina, à l'heure actuelle, à 100% de ses capacités, pour moi, c'est un joueur que tu prends largement sur une compétition comme ça, d'une quinzaine de jours. Est-ce qu'il est à 100% de ses capacités? Non, c'est ça la question. Mais je lui souhaite, et je souhaite à ses agents qu'ils retrouvent un club, que ce soit un contrat en two-way ou un contrat en G-League ou même en Europe. Et je pense que ça se fera, parce qu'il est revenu blessure avec les Hornets, il a eu un peu de temps de jeu, il a pas eu d'énormes opportunités non plus. Mais voilà, s'il joue dans un club, à mon avis, ça peut être un meneur remplaçant. Et ça sera surtout très complémentaire du deuxième meneur que je choisis. Et là, je te rejoins énormément. C'est pas Nadir Effi, c'est Sylvain Francisco. Pour moi, Nadir est encore un peu juste. J'ai rigolé tout à l'heure, hein, c'est pas méchamment contre Nadir, c'est juste qu'il est un peu. Je pense qu'il est encore un peu juste pour les JO, il a pas connu de campagne. C'est très bien qu'il fasse les fenêtres, par contre, là, qui arrive très prochainement. Mais ouais, c'est un très bon scoreur, Nadir, et je pense qu'à l'avenir, par exemple, ça sera un remplaçant de Colo. Pas dans le profil, mais en tout cas dans le temps de jeu et dans la place dans le roster. Et j'ai pris Sylvain Francisco parce qu'il fait une saison au Bayern où il est tout simplement monstrueux, faut dire ce qu'il est. Il a passé le cap Euroleague sans problème. Il y a 23 d'évaluation contre le Partizan Belgrade avec un shoot monstrueux. Il prend des responsabilités. Il est aussi là pour les fenêtres qui arrivent très prochainement. Ouais. Pour moi, ça sera l'arme numéro 1, le meneur titulaire sans problème. Et pour moi, voilà, ça apporte aussi de la création sur le banc. Qui est important, de l'adresse extérieure, parce qu'il a énormément progressé sur ça depuis ses saisons à Paris Basket en Pro B. Donc voilà, c'est un meneur très intéressant. Là où vous allez un petit peu me taper sur les doigts, c'est sur la suite, je pense. Parce que j'ai décidé d'intervertir le poste 2 et 3 dans le sens où en poste 2, j'ai mis monsieur Bilal Koulibaly. J'ai fait le choix de le mettre en poste 2 Et du coup, Fournier en plus. et Fournier en poste 3. Alors vous allez me dire pourquoi, Ouais. parce que j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu faire pu faire l'inverse. Parce que j'ai trouvé, à titre personnel, que Evan Fournier, sur toutes les campagnes FIBA qu'il a pu faire, il était bien meilleur en poste 3, bien meilleur utilisé dans le corner sur de l'adresse extérieure, sur de la création. Et que Bilal Koulibaly, je le prends en équipe de France, mais je le prends pas pour créer, je le prends là pour apporter ses qualités athlétiques et pour défendre. Donc je veux que Bilal Koulibaly défende sur des postes de 1, et je veux pas que Bilal Koulibaly défende sur des postes 3. Enfin, il pourrait, mais c'est pas mon point de vue principal. Et c'est pour ça que Fournier, sur le système offensif, en tout cas proposé par l'équipe de France, et surtout avec un Sylvain Francisco à la main, je le vois bien plus en poste 3 pour avoir plus de ballons à la création et laisser plus un Koulibaly sur une aile extérieure qui pourrait prendre quelques shoots ou qui serait en tout cas qui jouerait plus off-ball qu'autre chose. Et ouais, t'as pas peur défensivement que Evan il soit ciblé, poste 3, bien sûr. il est pas assez grand, je pense. Alors je pense que sur les. Du coup, là, ça dépend. Intervertir en défense. Intervertir en défense. Hein. Sur le système offensif, je vois Koulibaly en 2 et Mais Evan en 3. Après, tu viens de dire que tu voulais que Bilal défende sur un 2 si Bilal, ça dépend des match-ups. Ok. Ça dépend les match-ups. Mais oui, non, mais c'est sûr que ça dépend le poste 3 qui est en face. Mais s'il y a un poste 3 très bon, je mets Bilal en défense sur un poste 3. Et voilà, pour moi, ça me paraît évident. Et ça me paraît aussi évident que Bilal soit dans cette équipe de France parce que c'est vraiment le futur. Il est dans une équipe de Washington, faut dire, qui a une gestion compliquée, où il a été starter justement la nuit dernière. Il met 21 points. Il met 21 points. À Boston, ouais, bon, 6 sur 18 au tir. Oui, mais incroyable, au niveau de mais l'adresse, ça viendra après, tu vois. il bat son record en carrière, c'est déjà ça. Et défensivement, enfin, tous les plus grands joueurs, je sais pas si vous avez vu la déclat de KD. c'est ça. C'est un mec qui est quand même reconnu pour ses qualités défensives par les plus grands joueurs du monde et par le plus grand attaquant, je pense, de ces 5 dernières années en compétition FIBA. Oui, ça on peut le dire. Même sans peut-être problème. plus que ces 5 dernières années. Ouais, c'est ça. Après, ouais, on arrête en l'air LeBron, Kobe, c'est pour ça, je me dis, non, mais oui, on peut élargir largement. Mais voilà, donc en tout cas, pour mon poste d'arrière ailier, je justifie mon choix sur ça, mais on va dire que c'est au niveau, en fonction de la match-up, ça peut bouger. À l'intérieur, du coup, au poste 4, Pas trop de surprise, là, pas j'espère. trop de surprise, j'ai pris Peter Corneli. J'y ai même pas cru. Non, j'ai pris Gershon Yabusele, Peter, on t'embrasse d'ailleurs. Peter Corneli, qui est quand même le gars vice-champion olympique, hein, qui était là. Il était là. Pas inintéressant avec Il était là, son équipe. c'est ça. Donnez-lui du temps de jeu. Moi, j'attends que ça, ce sniper
Non, Gershon Yabusele, ça me paraît évident, un des meilleurs postes 4 d'Europe à l'heure actuelle. Bon, pas besoin de prolonger ce que tu as dit. Et après, en poste 5, Mathias Le Sort. Et après, bien évidemment, notre ami Vincent Poirier, parce qu'il fait une saison aussi monstrueuse, où il est devenu pivot titulaire avec la blessure de Tavares, et il assume pleinement ce rôle. Donc voilà, c'est surtout pour apporter du roster, de la profondeur sur le poste 5, même si tout le monde ne joue pas, répondre au match-up. Et voilà. Je te laisse un... Ah ouais, à mon tour. Bon, c'est un peu un mix de vous deux, plus proche quand même de Yanis, même si on n'avait pas trop les mêmes titulaires. Moi, meneur backup numéro 1, j'ai pris. Vous ne l'avez pas pris, Andrew Albisi. Pour moi, c'était soit ça, Sony qui glue guy, cadre important aussi de l'effectif et surtout qui n'avait pas été là lors de la Coupe du Monde. Par un choix du sélectionneur, pour le coup, c'était pas une blessure. Je pense qu'il va être un peu revanchards, il va avoir aussi envie de montrer qu'ils ont fait une erreur en sélectionnant. C'est un mec qui peut défendre sur tous les meneurs. Enfin, Coupe du Monde 2019. Andrew, si on doit dire un joueur, un des plus sous-cotés en Europe, parce qu'il fait pas des grandes stats sur la feuille. Non, bien sûr. C'est excellent. Je comprends ton choix. C'est exactement pour ça que je l'ai pris. Et pour le coup, on a tous les trois le même troisième meneur titulaire. Sylvain Francisco. Je suis bluffé par sa première saison d'Euroleague, franchement. J'ai checké un peu les stats. Sur 18 matchs d'Euroleague, il y en a 6, donc un tiers, où il met 17 points ou plus. C'est quand même, à niveau Euroleague, c'est quand même sensiblement costaud. Pour une première saison, c'est dingue. Voilà, c'est dingue. exactement. Et c'est pour ça que cette qualité offensive dont vous avez parlé, moi, me plaît beaucoup. Surtout à l'inverse de Albisi, qu'on connaît vraiment plus pour sa défense. Et puis évidemment, comment ne pas parler de ce gros tir à 3 points sur Kaminski pour faire gagner son équipe là récemment. Il est capable d'action de grande classe. Ça peut clairement faire basculer un match. C'est un peu ce qu'il a manqué, ce peps lors de la Coupe du Monde. Sur le poste 2, bon, Isaiah Cordinier, classique aussi. Parfait. Je vais vous dire un truc, je m'attendais pas à ce qu'on ait tous mis Isaiah Cordinier dans le si, j'ai hésité moi avec Terry Tarpey, on l'a pas cité. Moi je voulais mettre Terry Tarpey, mais effectivement je peux pas assez. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pris Cordier, pour les mêmes raisons. Ok, parfait, ouais. Joueur efficace, et ce que j'aime bien dans ce joueur aussi, c'est qu'il est là, il est prêt à tout pour le collectif. Il est prêt à rester dans le corner, à faire des missions de chien en défense et vraiment utile sur un portant de jeu. Donc Isaiah Cordinier pour moi sur le poste 2. Poste 3 en remplaçant Nico Batum, obligé de le prendre quand même dans ce collectif évidemment. Pas trop de surprise, capitaine je pense de cette équipe. Et puis après du grand classique. La même raquette que moi aussi. Ouais, exactement la même raquette en poste 4 en remplaçant Gershon Yabusele. On n'a pas tant de différence que ça, c'est plus dans les choix des match-up, des rosters. Après voilà, il y a 2-3 petits ajustements à la main, notamment on a tous un petit débat parce qu'on a tous notre backup différent. Ouais, on a tous un backup différent. Francisco toujours. Et toi le choix de TLC à la place de Vincent Poirier aussi. Mais sinon moi c'est pareil, à l'intérieur après Le Sort et Poirier, vous l'avez déjà dit, mais monstrueux. Je suis vraiment impressionné par les deux. Alors justement ça va peut-être être un problème d'avoir autant de forts joueurs à ce poste là parce qu'il va falloir les intervertir. On précise aussi qu'il y a en Euroleague un pivot qui est à l'heure actuelle blessé mais fait du sale, c'est Moustapha Fall. Big Mousse, qu'on n'a pas sélectionné mais qui est quand même une très bonne saison. Compliqué en Ligue de France. C'est ça, il n'a pas réussi à s'imposer. Puis moi je me rappelle de la doublette, c'était Poirier c'était Poirier Mousse, je crois, dans un moment qui jouaient tous les deux sur le terrain ensemble. Et je vois bien un Poirier Le Sort aussi. Ouais, ça se à l'intérieur avec deux big men, ça Vincent Collet maîtrise très bien. Je pense que c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de possibilités qui sont envisageables et ça va pouvoir multiplier notre facteur de dangerosité et faire douter les défenses adverses, tout simplement. On espère en tout cas que les gens ne taperont pas trop des doigts sur Twitter ou sur les roster. On attend vos rosters parce que c'est super intéressant. On a vu déjà que des gens en parlaient un petit peu sur Twitter, etc. Donc on attend bien évidemment vos rosters. Mais je crois que les gars, on a un petit jeu, non? C'est pas si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est l'heure du premier quiz. C'est qui anime. Est-ce qu'on faut qu'on prenne nos petites tablettes? Parce que quand même, on vous explique le concept. On a nos petites tablettes à prendre. Je passe là. Tac. Tac. Ouais, merci bien. Magnifique. Il y a du budget, Tac. Jouez avec nous d'ailleurs, bien évidemment. On explique un peu le concept sur cette première édition du quiz. Du coup, c'est Julio qui va nous poser les questions sur le thème de l'équipe de France quand même. On a nos petites ardoises pour répondre aux questions, de l'autre côté bien évidemment. Et je sais pas, on va mettre à 6-7 questions. Assez pour faire bien 5 bonnes minutes de jeu. On va partir, on peut se détendre. On va se challenger avec Alice sur ce premier quiz. Je fais ça à la main avant. Voilà, c'est parti. Tu veux bien gagner? Le meilleur gagne. Parce que, rassurez-vous, il y a quand même un enjeu assez énorme pour nos égos, je pense. Donc, et du coup, bien évidemment, on n'est pas encore des questions. Oui, non, on connaît rien.
C'est Julio qui a préparé ça de son côté. C'est ça. Julio, est-ce que t'es bon? Moi, tout est bon, ouais, c'est parti. Alors, du coup, dans les questions, on va y avoir plusieurs types de questions. Donc, effectivement, il y aura des questions sur des records, vu que l'équipe de France. Et il se peut aussi qu'il y ait des questions sur les Jeux Olympiques. Et l'équipe de France féminine, il y en a une. Ok, ça, on aime, c'est Comme la ça, un peu de globalité. mixité, c'est ça. C'est ça qu'on aime. Alors, du coup, pour la première question. Donc, effectivement, avant la place de finaliste lors de la dernière édition des Jeux Olympiques de Pékin, quand est-ce que la France avait remporté sa dernière médaille? Donc là, je veux une année. Et si vous avez plus d'informations, Perso, je pense que je l'ai. c'est pas envers. Dédicace à Fred Weiss. Ah, j'ai vu la même chose. Ah, ok. J'ai vu. Et effectivement. Alors, mon 0 à la fin est bizarre, mais j'ai mis Sydney. Il a mis un, là. Non, c'est Sydney 2000, bien évidemment. Vince Carter. Fred Weiss, ouais, exactement. Médaille d'argent. Grosse équipe. Non, Médaille d'argent. Médaille d'argent. Regarde ça, il y a du budget pour effacer. Effectivement, l'équipe de France avait joué avait fait 7 finales contre les États-Unis. On rappelle qu'en poule, ils étaient pris une grosse fessée contre cette même équipe. Ouais, Excusez-moi. Avant de, du coup, cette finale avec l'énorme dunk de Fred Weiss, enfin de Vince Carter sur Fred Weiss. Excusez-moi, ouais, effectivement. Mais ouais, l'équipe des États-Unis était vraiment au-dessus à cette époque. c'était non. Écoute, un partout, ça démarre bien. Ça démarre bien, on l'a eu direct, comment tu vois, c'est. Alors maintenant, on va passer à une deuxième question, donc plus sur les records. Donc effectivement, quel est le score le plus élevé jamais atteint par l'équipe de France de basketball lors d'un match international? Donc il y a une réponse, et puis après si vous pouvez rajouter quelques informations dessus. Ok, donc en gros, le score, La marque on doit dire un écart. Le plus plus gros gros score marqué pour une équipe de France. On doit dire un nombre de points, donc compétition internationale officielle. C'est ça. Et officieusement, c'était une défaite. Attends, oh je l'ai. Attends, je crois que je Pas l'ai. du tout. Je crois que je l'ai. Attends. Alors là, On va mettre ça. Mathis, ça va être épique, je le On sens. va mettre ça, on va se dire que je suis censé, Oui, je suis censé avoir. Le plus près gagne. Je suis censé avoir la référence si tu me dis ça. Ah non, je pense pas. Putain. J'ai eu des heures de recherche pour ce type de question. Mais si, je l'ai. Attends. Je l'ai pas, je l'ai Moi j'ai en tête, vous savez ce que j'ai, c'est pas une défaite. Moi j'avais en tête le France-Pologne à l'Eurobasket. Ah, on met pas plus de 100, on met pas plus de 100, on met 90 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais mais moi, Je ne dirai rien. je vais mettre 3 ans aussi, je crois. Pour moi c'est du full hasard. Allez. Alors 104, 106. Et donc, Complètement pour hasard. cette question, c'est Yanis qui remporte car il est le plus près. C'est ça. Alors, effectivement, vous êtes un peu loin, 126. Ah ouais, j'aurais jamais trouvé. Attends, c'est en quelle En année 1986, Ah ouais. avec Hervé Dubuisson qui met 51 points dans le Ah match, putain. J'avais pas qui du est tout. record all-time, et ils perdent contre la Grèce en 86. On perd combien du coup 130, 126, pardon, dans une double prolongation. Putain, voilà. Par contre, l'info est ouf. L'info est ouf. Et c'est aussi l'utilité du quiz, hein. Mais on sent qu'il y a de la recherche, quoi. Ouais. Tu vois, là j'aime bien, il y a du challenge, c'est dur, c'est pas facile. Putain, 126, ok. Ouais. Maintenant, une autre phase sur les records. Donc, sur un match, quel est le plus de rebonds attrapés, excusez-moi, sur un match par un joueur de l'équipe de France? Si vous avez le nombre et le joueur, C'est dur, hein. ouais. Donc là, pareil, toute compétition officielle. Toute compétition officielle. Ah, moi je veux bien du Gobert. Gobert contre. Ah, je me tais. Tais-toi, ouais. Je suis paumé de ouf. Est-ce que si j'ai le match, mais j'ai pas le nombre de rebonds, Ouais. on peut négocier un peu? Pour le moment, il y a 2-1 pour Yanis. On va dire que Ouais. si vous avez le joueur et le nombre exact, vous gagnez 2 points. Si vous avez Et juste si le j'ai la joueur, compétition? compétition, Enfin, le match, j'ai le bon match, mais je suis pas sûr. Hein. C'est vraiment. on va voir. Mais c'est ça. Ah, moi je suis sûr que j'ai faux. Ok, ça tourne. Alors, vous avez tous les deux le bon joueur, mais effectivement c'est 17. Est-ce- J'ai mis 16. Est-ce que C'est- c'est en On 8ème a de mis l'Euro? 16 tous les deux. Je sais pas. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Wembanyama l'a attrapé aussi 17 rebonds il y a pas longtemps. Oui, il a fait sur un match. Sur un match de prépa. Ouais, contre la Lituanie ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon bah. Vous donnez un point tous les deux, sachant qu'il y a Ouais, une bon joueur, mais pas Moi j'avais mis la c'est Coupe ça. du Monde 2019, tu sais, il fait un gros double-double contre les USA. Là, Ouais, bon match. Et moi j'ai en tête, non, l'Euro. Toi contre la Lituanie, tu dis. Non, ça c'est Wemby contre la Lituanie. Gobert contre celui où on revient du part contre la Turquie, en 8ème. Ouais. Oui. Oui, mais Je la crois plaquette là. Oui, Mais je crois pas qu'il en prend. Ah, je crois qu'il en prend 16, hein. Ouais. Mais c'est 17 joueurs. Oui, je sais Dans bien. tous les cas. c'est ça. Mais je pensais à ce match. Ouais, non, t'as raison, non, mais t'as raison. Du coup, Un partout. bah non, t'as gagné. Ça fait 3-2. Ouais, un partout sur cette. Ouais, sur cette manche-là. question. Et bah, du coup, on peut passer sur une des dernières questions. Ouais, dernière question. Ouais. Alors,
peux revenir, hein, sinon Ouais, tu perds. pas de Attention, dommage, là, je fais pas de pression, moi je. Pour l'instant, il y a 3-2. Alors, je fais juste un petit big up à Charles-Lévy qui est en prod avec nous Ouais, quand même, on peut le c'est permettre, ça. on l'embrasse et on le remercie d'être là. Dédicace. C'est ça. Et du coup, pour la dernière question, on va partir sur l'Eurobasket 2013. Donc on sait que Oh, ça, moi ça j'aime. France. l'équipe de France championne de l'Europe, pardon, excusez-moi. France. Et du coup, 2 questions. Contre qui on gagne la finale? De combien, si possible? Et qui était le capitaine? Cette deuxième partie semble. Je pense que la question, du coup, il y a un petit piège si tu demandes qui était le capitaine. Je suis en train de confondre avec la demi-finale. Non. Moi j'ai l'intégralité de la compétition. J'ai le quart, j'ai les poules, j'ai tout. Ah non, attends, je suis en train de réfléchir. En fait, c'est le capitaine qui me pose le problème. Ah bah si, je l'ai, mais bien sûr que c'est le capitaine, je l'ai, je suis un ouf. Allez, Ouais, Baptiste a pas l'air si serein. Je suis serein de ouf du capitaine. ouais, je vous l'annonce. Sur le capitaine. Je vous l'annonce. Et sur le score final, je crois que Ah, faut mettre le score final aussi? Ouais. Si possible. Pour l'écart. L'écart. Ouais, c'est ça, l'écart. 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 Lituanie, plus 14, Flo Pietrus. Oula. Ok. Lituanie plus 14, tous les deux validés. J'ai Et mis la 13, vôtre, moi j'ai mis plus 13. Ah, C'est quoi le gars? Boris plus de 14. Boris de Boris Dio capitaine. Oh let's go. C'est évident, pour moi, c'était un piège. Ah, tu sais que j'ai réfléchi au roster, je me suis dit c'est impossible Pour moi, que ce c'est soit pas ouais, mais Boris. pour moi, c'est. Je sais pas, oui, voilà, c'était tellement évident. Je me suis dit, s'il pose la question, c'est que c'est pas C'est Boris. il a retourné le cerveau, le pauvre Ah, Mathis. Bien joué. J'ai mis plus 13 en plus. Ah, j'étais bien joué. Du moins un partout, un partout. Enfin, ouais, ou 2 points chacun, mais dans tous les cas. Ouais, du coup, Non. victoire de Yanis, 5-4. Donc j'espère que ça vous aura plu. Premier quiz. Voilà, ça. Premier d'une longue série. Là. Ça doit être ça, oui. Moi je joue tout à l'heure, vous allez voir. C'est parti. Ouais, Leaders Cup, rendez-vous. L'idée, c'est de mettre en place un petit challenge entre nous sur les différents quiz pour que, tout simplement, on s'affronte tout au long des différents épisodes. Donc pour l'instant, 1-0 pour Yanis. Ça fait plaisir en tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir chez vous. Et on va enchaîner en fait sans plus tarder puisque il y a la suite, on a notre petit point rolling. Ce que je vous propose c'est qu'on va pas débattre, je pense qu'on va pas s'étaler. Juste chacun présente une news de rolling, on s'en est fixé une. Et je pense qu'on peut faire dans ce tour-là, je te laisse redémarrer Mathis en tant que grand perdant du quiz, sans vouloir insérer... Bon, alors en plus, moi je suis pas trop Euroleague, je suis plus Eurocup. Moi, Ok, sur ouais. ce petit point là-dessus, c'est juste parler des performances du Paris Basket et de la GLBO que je trouve hyper impressionnant. Comment on va parler du Paris Basket? 18 matchs, 17 victoires, une seule défaite, avec ce fameux style de jeu très particulier où les joueurs ne restent pas longtemps sur le terrain, ça bouge beaucoup, il y a énormément de rythme. Bon, ça fait penser toute proportion gardée à Rouen de Sylvain Delorme, qu'on avait aussi vu du côté d'Angers à l'époque, quand ils ont fini champion de National 1, où les 12 joueurs qui font partie de l'effectif sont capables de jouer, et c'est-à-dire que ça s'intervertit beaucoup. On reste jamais beaucoup plus de 5 minutes sur le terrain d'un côté d'un joueur, et du coup ça permet de mettre énormément de rythme. Et puis comment ne pas parler des performances de Nadir Rifi et de TJ Shorts. Ils font tous les deux partie du top 5 des meilleurs scoreurs de l'Eurocup, c'est assez impressionnant. 2 membres de la même équipe dans le top 5, ils sont vraiment costauds. À voir jusqu'où ils pourront aller, moi je les vois bien aller au bout. On connaît donc maintenant le tableau. En quart de finale, ils affronteront donc, j'ai pris mes petites Il n'y a notes. pas Ulm ou Badalone. Exactement, le vainqueur de Ulm Badalone, et attention, c'est sur un match sec, Ouais, c'est donc ça, c'est à domicile, dans la On va pas nouvelle. étaler nos avis, moi mon avis il est clair. Ouais, dans la nouvelle Adidas Arena, exactement, c'est un petit peu dangereux, match sec, t'as pas le droit à l'erreur. C'est le problème du nouveau format. Mais bon, on pourra faire une émission dédiée à ça, je pense que parce qu'il y a de quoi en parler. Et Bourg, ils prennent, comment ils s'appellent, Thessalonique Prométhée, le vainqueur de Exactement. Thessalonique Prométhée. C'est abordable, je pense. Ouais, voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, comme les deux équipes ont fini première de leur poule, je vais parler un peu de la Gielbourg, c'est qu'elles pourront se retrouver qu'en finale. Donc pourquoi pas une finale 100% française, ça sera assez Elles sont toutes les incroyable. deux en demi, déjà, c'est ça qui est incroyable, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Toutes les deux en quart de finale. En quart de finale, pour l'instant. excuse-moi. Et Super info. et justement, ça peut être une de la première finale. Et c'est justement à partir des demi et de la finale où c'est en premier des 3 manches, C'est ça. donc avec 2 victoires. Et Exactement. puis j'ai un petit mot sur Bourg-en-Bresse, moins ce profil offensif mais tout aussi plaisant. Et une grosse victoire contre Grande Canaria, qui est quand même le tenant du titre de l'Eurocup. Là où évolue Pierre Pelos, ancien joueur de la GLBO. Andrew aussi. Et Andrew Albici, évidemment, notre vieux Andrew, on l'oublie pas. Zach Rizaché qui fait une très grosse saison en Eurocup, surtout à 3 points. J'ai noté 56,1%. À 3 points. Il prend pas 2 tirs par match, quoi, c'est ça. Il a une vraie densité et une adresse phénoménale. C'est assez incroyable ce que fait Rizaché
sur cette saison d'Eurocup. Et donc on a déjà donné l'affiche. Thessalonique promettait pour le 8e de finale, savoir contre qui jouera donc la Bourg en quart. Voilà pour ma petite actu Eurocup. C'est intéressant et je pense qu'on aura le temps l'occasion de faire un épisode pour parler de l'Eurocoupe, enfin un sujet dédié et même sur les prospects aussi où on parle Et, de ouais, et voilà, ça nous intéresse d'avoir vos avis aussi. N'hésitez pas à donner ce que vous en pensez, que ce soit sur Paris ou sur Bourg, ou qui est-ce que vous voyez même remporter cette compétition. Moi je vais enchaîner avec ma news. Mr. Cody Miller-McIntyre, pour ceux qui ont vu les derniers matchs d'Euroleague, la dernière journée, les dernières stats, vous avez pu voir que Cody Miller-McIntyre, dans une victoire face à l'Asvel, a explosé 2 records. Le premier, c'est le record de passes décisives, 20 passes décisives dans un match d'Euroleague, c'est jamais arrivé. C'est la première fois, donc il devient le meilleur passeur sur un match all-time. Accompagné bien évidemment par le deuxième, je crois que c'est Facundo Campazzo qui a 19 et Calates aussi. Et Calates est 4ème. Il y avait un Jovic aussi. Il y a non, Jovic c'est pour les triples décisives. Non, il y a Jovic qui avait fait 10 passes décisives. Okay. Et je crois que Calates c'était aussi à 19. Non, Calates s'est arrêté à 16. Quoi, non, ah bon. Moi je vois Campazzo à 19, Jovic à 18. Ouais, c'est ça. Et Calates a les 3 places suivantes, parce que Calates il nous en a fait. Et justement, dans les triples-doubles, il est le 4e triple-double de l'histoire de l'Euroleague. Et dans les triples-doubles, il y a Calates, et il y en a 2 de Jovic. Donc c'est le 3e joueur à réaliser un triple-double dans l'histoire de l'Euroleague. Ce qui était une performance incroyable. 11 points, 11 rebonds, 20 passes décisives, 42 d'évaluation. Et en tout cas, voilà, on retient la performance. Pas grand chose à dire, franchement, hyper bluffant. Il avait pratiquement tous les ballons en attaque et surtout aussi, il faut souligner la qualité d'adresse de ses coéquipiers. Et forcément, aussi pour faire 20 passes décisives, c'est que derrière, ça a mis dedans. C'était vraiment un très beau match et malheureusement, c'est aussi un peu dû au manque de défense de l'Asvel, en tout cas, un petit peu de manque de dureté. Surtout la fatigue, je pense, parce qu'après l'Asvel, ils avaient joué Monaco 2 jours avant. Avec un effectif aussi réduit et malheureusement, la blessure de Paris Lee. Ça risque d'être compliqué pour la suite. Ouais, pendant le match en plus. On verra s'il y a du changement ou pas. Mais voilà pour la news, en tout cas, c'est une stat qui nous a pas mal marqué. On a hâte de voir la suite de l'évolution de ce club de Baskonia qui concourt pour les playoffs. Julien, on te laisse terminer sur le point Euroleague. Point Euroleague, nous on va revenir sur les transferts. Donc effectivement. Ça a bougé, hein. Ouais, il y a eu. Moi j'en ai noté 5. Donc on va faire un peu. Du moins important au plus important, donc effectivement Amin Noah qui vient de rejoindre Fenerbahçe, donc il joue en Italie à Tortona, Dertona je crois, Dertona c'est ça. Mais il est en perdition, il a joué 6 matchs. Ouais c'est ça, puis il arrive en pigiste médical de Dishon Pierre. Ouais, c'est ça, et du coup il s'est bien intégré dans le groupe, il a fait quelques bons matchs. Salué par les fans aussi, je crois que c'est ça. Le match à domicile, il a fait une grosse perte. Donc une entrée remarquée, un transfert pour le moins du moment réussi, donc à voir si ça continue pour la suite. Deuxième transfert, il y a Jordan Theodore qui est parti. Bourbier des Nets. C'est ça. On va pas s'étaler sur le dossier. Qui a fui cet environnement lugubre qu'est les Nets avant d'aller rejoindre Baskonia, parce que Baskonia. C'est ce qu'on appelle un glow-up dans le jargon. Oui, c'est ça. Qui rejoint Baskonia du coup pour remplacer Chris Chiozza, je dois de la prononciation. Ancien joueur NBA des Brooklyn Nets qui était revenu du coup pour jouer avec Baskonia, qui s'est blessé et du coup shooter Thomasson, Joe Thomasson, qui rejoint Maccabi Tel Aviv. Alors lui gros joueur, il joue à Granada en Espagne, il tourne à 14 points de moyenne, 13 d'évaluation, quelque chose comme ça, avec des bons pourcentages de tirs. Et il est là pour remplacer Lorenzo, enfin pas pour remplacer, mais Lorenzo Brown se plaint de jouer à 70% parce qu'il a une douleur au dos. Et du coup, ils ont voulu ajouter un arrière et un bon joueur pour l'Euroleague et puis même pour le championnat. Du coup, Thomasson rejoint. Et puis la grosse info pour les transferts. La bombe. Ricky Rubio qui revient au Barça. Donc comme on le sait, il avait un peu de problème mental, ce qui avait amené à la suite de terminer sa carrière en NBA. Et donc actuellement, il a signé les contrats et il est valide pour jouer. Maintenant à lui de décider quand est-ce qu'il revient et essayer de le revoir jouer dans cette bonne compétition. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est hypant de ouf, mais à voir si la tête suit. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a été engagé en Euroleague. Ouais, il est qualifié pour l'Euroleague. Il est qualifié pour l'Euroleague. Un délai avant le 7 février. Exactement. C'est fait. Et ça a été fait, donc ça va être intéressant de le suivre. Bon, mieux quand même. Ça fait des bonnes petites news, ça fait des bonnes petites infos pour démarrer, franchement, ça à voir. Je pense qu'on peut enchaîner sur notre autre sujet. Alors, voilà, vous avez les news Euroleague, on aura le temps de parler un peu plus en profondeur de ces sujets-là. On peut parler de nos brackets pour la Leaders Cup. Là aussi,
On attend les vôtres d'ailleurs, vous pouvez les faire sur le site de la LNB, je ne sais pas jusqu'à quand, et vous avez 2 places à gagner en plus, hein. Ce n'est pas sponsorisé, on vous rassure. Mais On aimerait bien aimer. on a la LNB, le petit chèque. Non, on va faire nos braquettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les quarts de finale, on va bien détailler, et après on ira un peu plus light sur la suite, parce qu'on va sans doute avoir des choix différents, à moins que. Ouais. Et voilà, je pense qu'on peut démarrer avec le premier. De tête, c'est Gielbourg-Nancy, la première affiche. Exactement. Je pense qu'on a la troisième vainqueur, on va voir. Est-ce qu'on pourrait pas tous le dire en même temps? Je pense à. Et Nancy est bien bon, ça va être pour moi Bourg qui va vraiment rouler sur Nancy qui est en difficulté en ce moment. Perdition Nancy. Ouais, c'est ça, malgré quelques bourgeois avec Shevon Thompson et Frank Mason. Thompson qui a l'infirmerie surtout. Ouais, Thompson qui a mais l'infirmerie. effectivement, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Enfin, actuellement, je crois qu'ils sont 12e de LNB ou quelque chose comme Ouais, ça. et puis ils ont enchaîné une série de défaites depuis la défaite contre Blois. C'est ça, et surtout face à un Bourg qui roule actuellement, ils viennent de battre Monaco, ils sont, comme tu l'as dit, premiers d'Eurocup, ils sont bien, ils partent directement en quart. Puis Bourg qui vont vouloir arracher, enfin si je peux me permettre, tous les championnats, je pense. Ouais, c'est ça. Et ils ont aucun titre. Ils ont Ouais, ils pas ont mal vite pour l'instant pour en Brest. Ouais. Donc ça peut être une belle opportunité pour remporter un premier trophée. Et pour revenir sur la petite série de Nancy, 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Ouais. C'est quand même la série noire. Ajouter à cela les blessures de Meredith Oumounou et de Shevon Thompson. L'arrivée de Mathieu Gauzin qui ne devrait pas se faire. Qui est bloqué en plus par la LNB. Ça fait beaucoup de points négatifs pour les hommes de Sylvain Lautier, donc ils sont un peu dans la galère en ce moment. Ils ont eu des départs, Jordan Bowden. Exactement. Et pour revenir sur Thompson, c'est quand même la deuxième éval du championnat et la deuxième meilleure scoreur. C'est une véritable perte en pilier cette équipe. Même le meilleur joueur, tout simplement, je pense qu'on peut le dire. Moi, je les vois bien prendre 20 poins. Je pense aussi que ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour l'équipe de Bourg. Je pense qu'on est. Nancy, évidemment. On est unanime sur le sujet. Je pense qu'on va pas s'étaler plus sur cette ça. rencontre. On démarre avec le deuxième quart de finale qui est très intéressant, je pense à mon avis. Et là, pour le coup, on va pas être d'accord, je pense. Quoique. Non, je pense pas. Ok. Asvel Nanterre. Julio. Non, Julio, comme tu veux. Mais moi, je vais jouer sur l'upset sur celui-là, donc je vais partir sur Nanterre. Je te suis carrément. Ok. Et moi, j'ai mis l'Asvel. Ok. Ah non, moi je vais Nanterre, je sais pas, bonne dynamique en ce moment, et puis l'Asvel, c'est l'inverse, j'ai l'impression. Actuellement, c'est vraiment perdition totale, perte de joueurs dans nos deux colos, Paris-Lee. Ça va être compliqué pour moi de venir aller jouer à Nanterre. Enfin, contre Nanterre du moins, et essayer de leur rouler dessus, alors que c'est une équipe qui marche, Nanterre. Puis je suis d'accord sur le match-up, ils ont déjà joué ensemble contre l'un contre l'autre cette saison. Ouais. Nanterre a gagné. C'est ça. Nanterre est dans une dynamique où c'est pareil, ils savent, je pense que c'est le petit cinquième derrière tout le groupe des 4 de devant en LNB, en Betclic Elite. Ils savent qu'il y aura sans doute pas le titre de champion de France derrière, mais aller choper une Leaders Cup c'est possible, donc ils vont arriver plein d'ambition. Ils fonctionnent très bien en ce moment, ça marche vraiment bien. Il y a un roster qui a de la profondeur. L'Asvel aussi, on rappelle quand même qu'il va arriver qui va jouer l'Euroleague, qui va jouer cette semaine en Betclic Elite, qui va jouer l'Euroleague la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Je crois pas, Je crois qu'il n'y a pas d'Euroleague, il y a la trêve avant. Donc ils vont jouer encore cette semaine, mais ils ont quand même, on a senti que le moteur commençait à arriver un peu à bout. Donc je sais pas dans quelles ambitions ils vont arriver à la Leaders Cup. Dans tous les cas, moi je les vois se faire sortir dès le début, mais s'ils ne se font pas sortir en quart, ils seront sortir en demi dans tous les cas. Voilà. Moi je vais à l'encontre, certes. Je suis un peu d'accord avec vous. Je pense que Nanterre peut être qualifié d'outsider sur cette compétition. Pourquoi pas? C'est un peu l'équipe qu'on n'attend pas trop et qui peut aller au bout. J'ai mis quand même l'Asvel parce que c'est leur objectif principal, je pense, à court terme. Ça va tellement peu fort en Euroleague, ils ont besoin d'avoir un élan positif. Je pense qu'ils vont la jouer à fond cette compétition de Leaders Cup. Je les vois pas gagner, je vous rassure. Mais je les vois pas perdre le premier match, je pense qu'ils vont quand même avoir à cœur de battre Nanterre, de faire respecter la hiérarchie. C'est quand même l'Asvel qui a gagné pas mal le championnat de France ces dernières années. Et moi je les vois bien prendre cette rencontre. On connaît le contexte évidemment de l'Euroleague. La blessure de Paris-Lee, par contre, ça pourrait faire mal parce que Paris-Lee. Justin Bibbins, 29 mois, vous l'aurez en premier ici. Paris-Lee qui est très fort en ce moment, faut souligner qu'il porte l'Asvel offensivement. Ouais. Peut-être le retour de Colo pour contrer cette blessure. À voir. C'est le match le plus serré pour moi de ces quarts de finale, même si Monaco Le Mans et Paris Saint-Quentin ne sont pas des mauvaises affiches, mais un peu moins de suspense, je pense. D'ailleurs, Monaco Le Mans, je pense qu'on peut enchaîner. Donc Nanterre pour nous deux. En tout cas, si Nanterre passe, on aura nos places VIP. C'est ça. On espère on ira sans toi, on ira sans toi. On prendra que pour nous deux. Allez. On peut enchaîner la prochaine confrontation, Monaco Le Mans.
On est sur deux dynamiques opposées, je pense qu'on est tous entièrement d'accord, c'est pareil. Et moi je suis assez surpris par la dynamique du Mans qui est un peu dans le même style que celle de Nancy. Franchement, je pensais pas à ce point-là. J'ai regardé pareil les statistiques, la série de défaites du MSB, 3 victoires sur les 11 derniers matchs au championnat. Il y a une série catastrophique en ce moment. Mais c'est compliqué. Et ils ont fait une chute au classement, ils étaient 5e, si je dis pas 6e à un moment du championnat. De toute façon, pour être qualifié pour les Leaders Cup, il fallait être dans les 8 premiers. Et ils jouent le maintien maintenant. Enfin, ils sont dans une case de maintien. Ils ont que 2 victoires d'avance sur le premier relégable qui est Roanne, seulement 2 victoires d'avance. Tout comme Nancy. Les deux équipes qui sont en Leaders Cup, et il faut faire gaffe, parce que ça arrive très vite derrière, chaque victoire est importante. Et on rappelle quand même que c'est censé être la trêve, toutes les autres équipes vont pouvoir se reposer, et que quand tu es en Leaders Cup, tu as quand même des matchs à préparer. Le Mans joue en basketball Champions League. En plus. Le Mans, donc, je crois qu'ils sont sortis, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. Ils sont partis jouer sans coach là-bas, ils ont perdu. Ouais, il n'y a pas de top 16, il n'y a pas de ça. Mais toujours est-il qu'ils ont joué contre Malaga, ils ont eu beaucoup de matchs compliqués. Voilà, je pense que on a une équipe aussi qui a du mal à fonctionner ensemble. Je trouvais que le recrutement était intéressant. Il y a Célon a fait une très bonne première partie de saison. Il y a Thierry Delatibaudière qui a aussi apporté quelque chose de très nouveau qui est parti. En tant que pigiste. Exactement. Et il y a Célon Mabougbe, si je dis pas de bêtises, qui a signé, qui est parti et qui a signé à Gérone ou à Manresa, je ne sais plus en Espagne. Dans tous les cas, il est parti, je sais pas où. Mais... Voilà, c'est ça. Ils ont signé un nouveau pivot qui vient du championnat adriatique. Donc c'est un roster aussi qui va avoir besoin de se découvrir, mais bon, face à l'ogre monégasque. Moi, ce que j'allais dire, c'est que j'aimais bien le début de saison de Devante Jones, qui était même meilleur scoreur. Le All-Star. On est parti du début de saison et il chute, et ça va aussi de pair avec la baisse de forme de son équipe. Je les vois pas du tout battre Monaco, franchement, par rapport à. En fait, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a Monaco et les autres équipes dans ce championnat de France. Rien qu'au classement, enfin, victoire pour 2 défaites. C'est quand même assez impressionnant. Pour l'instant, Monaco est qualifié en demi, Monaco n'est pas encore en finale, selon nous. Puisque l'affiche suivante, c'est Paris Basketball Saint-Quentin. Saint-Quentin. Et bah, figurez-vous que moi j'ai hésité énormément sur cette affiche. Au final. Pas moi. Moi j'ai mis. Non, mais je pense qu'on a. Moi j'ai mis Paris aussi. Au final. On a mis Paris tous, mais moi j'ai hésité quand même plus que ce que je pensais. À première vue, je me suis dit c'est une évidence, Paris Basketball, et au final, Saint-Quentin a quand même les armes. Saint-Quentin est quand même une équipe qui est en top 8. D'ailleurs, c'est le match du championnat de ce dimanche, Paris-Saint-Quentin, d'inauguration de la fameuse Adidas Arena, et du coup, il se rejoue. Adidas Arena, très abordable au niveau des prix, on va dire. Je crois que c'est ironique. Bien évidemment, on vous embrasse, les Parisiens. Mais en tout cas, deux matchs du coin d'une semaine, ça peut aussi permettre de faire une première confrontation au championnat et de se jauger pour la Leaders Cup. Certes, je suis très fan de l'équipe de Saint-Quentin. Franchement, Doussouyovo, plus de 13 points, plus de 5 rebonds. Mais les Dajassa quand même à surveiller aussi. Il y a du beau monde et puis beaucoup. Ouais, bien sûr. Merci. Pour un promu, c'est assez impressionnant. C'est super intéressant, c'est un super roster. Pareil, exactement le même argument que pour Bourg, armoire à trophée vide pour l'instant en France. Et je les vois bien avoir envie de remporter un premier titre. Exactement, puis ils se sont reposés cette semaine face à Ljubljana en Eurocoupe, ils en ont plié 60 ou 50. Ils sont reposés en Eurocoupe. C'est le plus gros écart de l'histoire du club. Pour le dernier match à Calpentier, le plus gros écart de l'histoire du club et le plus gros écart de l'histoire de l'Eurocoupe surtout. C'est ça si je dis pas de bêtises. Et là, ce week-end, il y a Paris-Saint-Quentin, il y aura la V1 et on verra la V2, mais ça va être compliqué, c'est des Parisiens en forme. Pour un roster très profond aussi, et je pense que c'est un peu comme Bourg. C'est des clubs qui vont avoir à cœur de remporter aussi des compétitions à côté par la suite. On peut passer à la suite de nos brackets, je pense. Du coup, on n'a pas le même. Parce que moi, est-ce qu'on commencerait pas par la partie où on a le même? Ok, Monaco-Paris. Monaco-Paris. Ouais, moi, petit stat avant de donner nos pronostics. Monaco, c'est la seule équipe qui a battu Paris 2 fois cette saison. Donc, Paris va pas vouloir le laisser celui-là, je pense, et c'est quand même pour ça que j'ai mis Monaco gagne. Je pense sur la même dynamique que toi. Pour moi, Monaco, ils veulent affirmer leur domination en France. Surtout par rapport à l'équipe de Paris qui est en train de monter. Je pense qu'ils ont envie de rappeler qui sont les patrons. Alors après, ça dépend. Peut-être qu'ils vont lever le pied parce qu'il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent et qu'ils vont se dire on préfère se reposer, profiter pleinement de la trêve. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Julo, sur le fait que Paris, ils sont quand même en train de devenir une des places fortes du basket français et qu'ils vont avoir envie de gagner. Yanis, je te vois, je sais déjà que tu as mis Paris vainqueur de cette affiche. Messieurs, dames, Paris basket. Non, pour moi, Paris va gagner cette affiche parce que je pense que la dynamique du club peut battre celle de l'AS Monaco. Il n'y a pas eu, au niveau du roster, je pense qu'il n'y a pas eu de gros écarts, si je ne me trompe pas, sur les affiches de Betclic Elite. Donc il y a moyen vraiment, dans l'affrontement en tout cas, de répondre présent. Paris est pour moi la deuxième équipe la plus forte du championnat de France avec Monaco. Devant l'Asvel, ça joue à rien, mais devant l'Asvel. Ouais, c'est ça. Et Bourg-en-Bresse, je les trouve un chouïa plus fort que Bourg-en-Bresse
Et voilà, on sent qu'il y a une ossature Euroleague dans un projet, on parle d'avenir, on parle pas de l'heure actuelle. Bien sûr. Mais toujours est-il que ça va être un match compliqué, mais je pense que Monaco va aussi venir avec l'objectif de reposer ses cadres. Il va y avoir des joueurs qui ont pas mal enchaîné en Euroleague. On se rappelle quand même leurs 5 derniers matchs qui sont 5 victoires en Euroleague, ça aurait été contre 5 très grosses équipes du championnat. Ouais, on parlait d'un passage clé de cette saison d'Euroleague. Il y a Fener, il y a Virtus. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement ils ont une telle profondeur de banc que même s'il faut reposer les cadres, ça peut être un avantage de ouf pour gagner contre Paris. Tu peux reposer les 4 contre le Portel, tu peux reposer les 4 contre Blois, tu peux reposer les. Paris, mais reposer les 4 contre Paris. Paris aussi, c'est autre chose, c'est différent. Voilà, c'est ça. C'est ça, et je pense que oui, ils peuvent se faire sortir. Alors je parle d'un match serré, hein, bien évidemment, et pour moi c'est un upset plus important peut-être que celui de Nanterre. En parlant de Nanterre, je pense qu'on peut. Ouais, parce que du coup, vous avez mis Nanterre, je vous laisse. Moi j'ai mis Nanterre. Vous avez votre contre Bourg. Contre Bourg-en-Bresse. Ouais, non, Bourg qui roule. Ouais, Bourg qui sort Lasvel toi aussi. Et moi j'ai Bourg-Asvel et j'ai aussi mis Bourg qui sort. On a tous Bourg qui sort cette équipe. Je vois bien l'équipe de Bourg. Ah, donc tu vois Lasvel, tu la vois sortir quand même. Oui, mais pas dès le début. Ouais. Je ne vois pas sortir au premier tour, franchement. Bon, un peu trop court quand même pour battre Bourg-en-Bresse. Petite rivalité locale aussi entre Bourg et Lasvel. Pour moi, la finale, donc c'est Bourg-Monaco. Comme toi, Julio, du coup, il me semble. Et moi, c'est Bourg-Paris. Alors, pour bonheur sur Bourg-Nanterre, je sais pas si on partage le même avis, mais juste pour moi, Nanterre va faire l'upset de passer Lasvel. Et après, il va y avoir quand même une confrontation contre Bourg qui est encore d'une autre volée. Et quand tu affrontes 2 gros clubs comme ça, c'est compliqué de réaliser l'exploit sur 2 mêmes matchs. Nanterre joue dans une classe un petit peu différente. Et quand tu as des journées qui s'enchaînent et que surtout tu as un roster de Nanterre qui est composé de 10 professionnels, alors que Bourg, il y a 13 professionnels, si je dis pas de bêtises, avec Roland, de tous les gars qui sont arrivés, etc. À voir les blessés aussi, mais donc voilà, je pense que Bourg a plus l'ossature pour rester sur la durée de la compétition. Oui. Ok, parfait. Bah écoutez, je vais vous laisser annoncer le vainqueur entre. Notre finale pour Bourg-en-Bresse-Monaco, pas de surprise. Sincèrement, j'aimerais bien voir Bourg prendre cette Leaders Cup, mais j'ai quand même mis Monaco. J'ai mis une victoire de 9 points en finale, parce qu'il fallait mettre le petit score aussi sur le bracket de la NB. Moi, je vois quand même Monaco affirmer et confirmer même On a un petit problème technique. Sa supériorité. Pour moi, c'est Monaco qui va remporter cette Leaders Cup contre Bourg-en-Bresse en finale. Moi, je vais prendre la parole pendant que Julio. Non, c'est bon, on va maintenir comme ça. Mais non, moi j'ai mis sur Bourg-Paris, du coup, ce qui est un défi, un affrontement Eurocoupe. Ouais. J'ai mis Paris, Paris plus 4, avec un match encore une fois très serré. Et une équipe parisienne, un match disputé de fond en comble. Je me suis fait le scénario de toutes les possessions. Mais un match qui va être intéressant, mais je vois Paris, sur la fin, vouloir aller chercher son premier titre. Comme Bourg, c'est pareil, mais vouloir aller chercher son premier titre. Et je trouve que la dynamique collective de Paris Basket, quand elle est engendrée, quand l'équipe est à fond, je pense que ça peut être fort. Et je préciserai même un truc qui va faire plaisir à Julio, un gros circle que je donne à vérifier. Et du coup, pour rejoindre Mathis, moi je vois Monaco aussi gagner contre Bourg. Je rappelle que du coup, ils ont perdu contre Bourg il n'y a pas longtemps. Ouais, justement. Et Monaco, avec les joueurs qui ont revanchard position. Tu perds une fois, mais pas deux. Quoi. Ouais, deux défaites en championnat, je les vois vraiment pas perdre 2 fois de suite contre Bourg-en-Bresse. Je suis d'accord avec ça. Le cadre du championnat était aussi dans une journée où il y avait 2 jours d'Euroleague. Ouais, c'est ça. Moi, je vois quand même, comme Mathis, plus 7 Monaco. Match quand même compétitif, puisque belle équipe en face. Mais ouais, Monaco qui domine et qui, je pense, remportera cette Leaders Cup. De toute façon, vous avez les visuels de nos brackets qui s'affichent à l'écran. Vous avez dû voir, il y a plein d'animations au cours de ce podcast assez cool, on va dire. N'hésitez pas à donner les vôtres. Ouais, on attend le bracket. Ça nous intéresse parce que c'est intéressant. Et je pense que on en a fini. Sur nos brackets. Ça peut être l'heure de passer au deuxième quiz. Deuxième quiz, et moi j'ai déjà un point, donc je vais en avoir un deuxième, j'espère. Pour finir cette émission, ce premier opus d'Open Mic, petit quiz donc sur la Leaders Cup. Cette fois-ci, ça serait moi aux commandes, donc je vais poser la question. Je vous rassure, pour un équilibre sportif, bien évidemment, c'est pas que j'en fais 2, pas pour qu'on gagne plus, mais ça va tourner au fur et à mesure des émissions. Un petit coup de. Petit réglage technique avant le début de ce quiz.
Je vais tout de suite commencer par une première question que je trouve relativement compliquée. Attends, je peux faire un serrage de moins classique, ça. Allez. Avec abonnement moi, c'est sorti. Nouveau rituel de quiz open mic. Quel était l'ancien nom de la Leaders Cup Alors là, c'est entre foiré, là. 2003 et Oh là. 2012? Ah oui. Impossible, je trouve. Ah, je l'ai. tout de suite. Attends, non, je sais pas si c'est. Ah, j'attends, j'ai une idée. Attends, J'ai- peut-être j'ai un truc. Je vous laisse 15 secondes. Il y avait un truc comme ça. Ah, c'est bon, j'ai. Oh putain. Je vais mettre n'importe quoi, moi. Je l'ai, moi je l'ai. Je pense. Hein. Après, j'ai peut-être une énorme connerie. J'ai mis n'importe quoi. Pour Yanis, c'est la semaine des As. Semaine des Moi, As. j'ai mis la Disney Cup parce que je me Ouais, rappelle. c'est très bien, c'est. Et la réponse. Mais c'est quand c'est m'a dit les dates, moi c'est. La réponse c'est la semaine des As, parce que entre 2003 et 2012, donc la formule de cette compétition, Mais- elle était semblable à celle d'aujourd'hui, hein, ça réunissait les 8 Mais je suis parti pour écrire Disneyland de base. Ouais, mais moi c'est aussi. que, en fait, c'est. La c'est la 2003-2012, période- Ouais, c'est ça, c'est la période. qui Disneyland m'a- c'était déjà la Leaders Cup, pour Ouais. tout vous dire. Justement, en parlant de la Leaders Cup, qui a donc commencé avec cette appellation en 2013, qui a été le premier MVP de la finale de la Leaders Cup, nouvelle version, en 2013. Et petit indice, on en a entendu parler récemment de manière tragique. Tragique. Oh putain, ah, je l'ai. Oh, je l'ai, bien sûr. Je l'ai. Je pense savoir qui c'est. Je vois Yanis écrire sur sa J'ai peur de dire une énorme bêtise. son ardoise. J'ai peur de dire une énorme bêtise. De manière tragique. Ouais. On en a entendu parler récemment, ouais. Ah, moi, c'est de manière tragique, sinon j'aurais pas dit. Oui, c'est pour ça que je J'aurais, disais. euh, Ah, si, tu veux. J'aurais mis un David d'Haïti dentaire. Il est décédé récemment. Décédé là. Ouais. Moi, je sais plus. Allez, je vais mettre un nom, mais c'est pas celui-là. Toi, Yanis, t'as mis quoi? Moi, j'ai mis Ludovic Blati. Mais je suis pas sûr et certain. Mais en tout cas. Ouais, j'ai mis Adrian Payne parce qu'il est décédé quoi. Ouais. Non, c'est pas Ryan Payne, alors c'est Ludovic Vati. Vati, pardonnez-moi, excusez. Ah, ça compte pas, Alors, ça compte pas, ça compte voilà, en plus, j'écorche. Bon, Ludovic Vati. je pense qu'on peut t'accorder le point, en tout cas Ludovic 0,5. Vati, non. Vati. C'était pour voir si vous suiviez. alors. Bon, petite précision Ludovic sur Vati, ouais. Ludovic Vati qui avait dû interrompre sa carrière de haut niveau en 2013 en raison d'une pathologie cardiovasculaire justement et qui est malheureusement décédé le 1er septembre dernier à l'âge de 34 ans à la suite d'un accident cardiaque survenu lors d'un entraînement de basket. Il évoluait toujours à un niveau amateur en National 2 du côté de Toulouse. Voilà, petite pensée pour Ludovic Vati et sa famille. C'était Et- un très très bon joueur en équipe de France jeune, notamment. Ouais. Il avait été vraiment très fort. Et la NBA du coup lui a rendu plusieurs hommages sur le début de saison. Troisième question. Je m'excuse d'abord pour tous les gens pour avoir, voilà, pour le nom écorché, bien évidemment, un grand respect à lui. Ouais, c'est important. On est très reconnaissant quand même du joueur qu'il a été. Et donc, petit rappel des scores 2-0 ou 1,5 à 0. En tout cas, on va te l'accorder, Yanis. Il y a la remontada toujours. Ça arrive, c'est possible. Donnez-moi les deux lieux où se sont déroulées les différentes éditions de la Leaders Cup. Donc, depuis 2013, il y a eu deux lieux différents. Et je les veux, s'il vous plaît, monsieur. Question un petit peu plus facile, normalement. Je fais n'importe quoi, moi. Parce que- En fait, c'est moi, j'ai pas le nom de la première, c'est facile. Vas-y, j'ai mis un truc de. Attendez, moi j'ai pas. Je veux bien voir tes propositions. Ça me semblait. Moi j'ai un doute sur le nom de la deuxième arena, du coup j'ai mis Disneyland et Arena de Saint-Chamond. Disneyland et Arena de Saint-Chamond pour. Et Julio t'as mis Paris et Saint-Chamond. Ouais. Bon, j'attendais Disney, mais c'est pas. Ouais, ça compte. C'est à la vallée chez Cibre. C'est en région parisienne et Saint-Chamond évidemment. Non, ça depuis compte, ça. depuis l'année dernière, ça sera cette année la deuxième édition du côté de Saint-Chamond. Victoire d'Angers, dernièrement. En Pro B. Ouais, c'est ça. En Pro B, victoire de l'EAB l'année dernière évidemment. C'était l'année dernière, on va rappeler. Parce qu'actuellement, Très bon match hier, d'ailleurs, très belle défaite après avoir été mené de Bah, faut pas se moquer, Yannick. Allez, on embrasse Les Angevins. les Angevins. Bah ouais. moi j'y crois, moi j'y C'est crois. un petit peu dur, il faut espérer le maintien Ouais. quand même pour les joueurs. Il y a Fausse sur Mer qui vous donne aussi Sienne. l'espoir. Quelle est la seule équipe à avoir remporté une édition Pro A, qui s'appelait quand même encore à l'époque la Semaine des As, et une édition Pro B de Leaders Cup? Si c'est trop compliqué, j'ai 4 propositions de Je crois, réponse. Moi je les prends les 4. Tu prends les 4. Allez, je vais vous donner les propositions de réponse. Est-ce que c'est Roanne? Est-ce que c'est Bourg-en-Bresse? Est-ce que c'est Chalon-sur-Saône? Ou est-ce que c'est le SLUC Nancy? J'en suis sûr et certain. Ah, je suis vraiment pas sûr. T'as dit Rouen, Bourg-en-Bresse? Roanne, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône et le SLUC Nancy. Je rappelle le score pour l'instant, 2-0 en faveur de Yanis. Yanis, tu vas dire que c'était Roanne. J'ai mis Bourg.
Julo Tchenibourg, et c'est Rohan, domination écrasante de Yanis. Allez Qui s'éclate sur ce quiz 3-0. Et je peux même vous dire que Alexis Tang était dans l'équipe au moment où ils ont gagné la. Alors ça c'est possible, je précise les dates. 2007 pour la semaine des As de Rohan et 2017 et 2019. Il y a eu 2 victoires en Leaders Cup Pro B pour Rohan. Je vous avais fait un petit piège quand même parce que Bourg-en-Bresse a gagné la Leaders Cup Pro B en 2016 mais pas la Leaders Cup de première division. Chalon-sur-Saône a gagné la semaine des As mais pas en Pro B. Et la dernière proposition c'était le SLUC Nancy qui a gagné aussi la semaine des As mais qui par contre a perdu en finale de la Leaders Cup Pro B en 2022 contre Évreux. Voilà, il y avait quand même des éventualités qui étaient possibles, mais c'est bel et bien Rohan, la seule équipe à avoir remporté une édition Pro A et une édition 3-0 en faveur de Yanis. Et avec cette 5e question, on reste sur de la Pro B. Est-ce que vous pouvez me citer une des 4 équipes qui a participé à toutes les éditions de la Leaders Cup Pro B depuis sa création en 2015? On a dit toutes les équipes participent à la Leaders Cup en Pro B. Ah donc c'est toutes les équipes qui sont en Pro B quoi. Qui sont restées en Pro B depuis 2015. Monaco. Oula. Ah, moi je connais pas. Mais je vais en mettre une. Moi j'en mets plusieurs, je vais être joueur. J'en ai demandé qu'une, mais. Et si je perds et ça donne les points à Julio et comme ça t'as fait une belle avec. Voilà. Là je suis moi. Du moment qu'il y a une faute, je l'accepte pas. Moi je veux que les bonnes réponses. Ok. Moi je joue safe. Moi je voulais quitter sportif. Évreux tous les deux, sûr. et Yanis a mis en plus Denain et Aix-Maurienne. Ça me paraît évident. Évreux c'est une très bonne réponse. Ex-Maurienne. Denain c'est une très bonne réponse et Aix-Maurienne ce n'est pas. Non. Voilà. Effectivement. Mais non, mais attends, mais ça fait combien? Je pense que Aix-Maurienne a dû passer par la Nationale 1. Ah, ça date de 2016, voilà. À un moment donné. Donc point pour Julo qui revient à 3-1. 3-3. On a dit 3-3. On a dit c'est la question. Non, c'est la dernière question qui a 3 Oui, celle-là, vous manquez un point. 3-1. J'ai sauté sur l'occasion. Et dernière question, est-ce que vous pouvez me citer la dernière affiche de la Leaders Cup, la finale de la Leaders Cup Belgique Elite, le vainqueur et le MVP de 2023. cette Leaders Cup 2023, s'il vous plaît. Bon, Roger Moulazarek. Ça prouve ça. Ouais. De la Leaders Cup Belgique Elite, et ce sera la dernière question de ce quiz. Oh, je crois que j'ai le MVP. Du coup, je veux l'affiche, hein. Je veux aussi le perdant en finale. C'est pas maintenant la question. Bon, je sais. Yannis, tu peux nous montrer Asvel Bourg, victoire de Asvel en 2023 et MVP Racing Nova Soel. C'est pris en compte. Attends, C'est n'importe quoi. Julio. Monaco, MVP au combo contre Asvel. C'est pas ça. Non, c'est C'est sale. Asvel. C'est Asvel. Ouais. C'est Asvel qui gagne. Pour l'instant, masterclass de Yanis et le MVP, Nando de Colo. Pas de Bassoal. Je me rappelle, tu viens de me dire, je me rappelle. C'est hardcore. Oui, De Colo qui fait une super finale. Victoire donc de Yanis, assez largement, qui prend la tête au classement du quiz 2-0-0. Bon, pour l'instant, on a eu qu'une seule. Allez. Je rigole les gars, va falloir bosser. Moi je sais déjà. Ouais, qu'un seul affrontement pour jouer pour moi, mais quand même, une défaite chacun. Bravo à toi Yanis pour ces 2 victoires. Merci. On a un petit problème de téléphone, on peut se prendre. Non, merci pour ces quiz les gars, et puis moi je vais vous en proposer un aussi la prochaine fois. Ça tournera, histoire que tout le monde passe sur 2 Donc un un peu. Voilà, ouais, parce que je prends un peu d'avance, mais bon c'était le sujet aussi sur lequel j'avais la main de maître. On verra sur les prospects ou sur d'autres trucs. Ça serait meilleur. Donc je te rattraperas sur ça. Ah, bien sûr que oui. On fera un quiz spécial DIB sur Pôle Basket Ah aussi. bah, avec plaisir. Voilà. Non, mais je pense qu'on peut conclure cette émission. Ce premier podcast où il y aura eu quelques petits problèmes techniques. On espère que l'audio vous conviendra quand même. On va améliorer tout ça pour la prochaine. On est très content en tout cas du lancement du média. Il va y avoir plein de contenus qui vont arriver. Je pense qu'on peut teaser quelques petites interviews, pourquoi pas à l'avenir, de grands joueurs Restez français. connectés et surtout n'hésitez pas à donner votre avis, ça nous intéresse d'avoir vos retours. On espère que ça vous aura plu et comme tu as dit Yanis, quelques petits problèmes techniques, on espère que vous nous en tiendrez par rigueur. C'est la première, on va essayer d'améliorer tout ça au fur et à mesure des épisodes. En tout cas moi, c'est vraiment un plaisir de lancer ce média, de lancer ce concept et j'espère que on aura plein d'autres épisodes comme ça à vous proposer. Les gars, abonnez-vous.
mettez la cloche, j'ai toujours rêvé de faire ça, Ouais. le like, et partagez la Et vidéo. donnez votre avis. Ouais, c'est ça, donnez votre avis, c'est ce qui nous intéresse. Et quel sujet vous avez envie qu'on parle aussi, si Ouais. vous avez des petites références à nous suggérer, n'hésitez pas. Puis si vous avez des conseils à leur donner pour les prochains quiz, n'hésitez pas non plus. Hein. Ça doit être ça. Allez. Ça va être long, on va revenir tranquillement. Allez. Non, bah puis écoutez, on vous remercie d'avoir suivi tout ça. On vous embrasse et on vous souhaite à la prochaine. Merci également à la production. Et puis voilà, on se retrouve très vite. On se dit à bientôt. Au revoir. Salut. Bisous.